Alors, robe en soie, jet, la tiare, bijoux, perruque. Ok. Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est pour le casting de Strandville. Il y a des drag queens dans le Hobbit? Oh, quand même, ouais, quand même. Et lui, qu'est-ce qu'il fout? Il veut tourner des vidéos si c'est dangereux pour lui. En fait, je veux pas faire cette chronique. Faudrait qu'on passe mon petit poney plutôt. Aujourd'hui, on poursuit notre retour sur le Hobbit avec le deuxième volet. La désolation de Smaug. C'est bien mon petit poney. On va continuer de prendre le prisme de l'adaptation. Qu'est-ce qui est neuf dans le film de Peter Jackson par rapport au livre de Tolkien? Un voyage inattendu était fidèle au livre, voire trop. Mais nous, on avait plutôt aimé ça. Dans La Désolation, Peter Jackson a dit s'être libéré de l'œuvre d'origine et s'être davantage amusé à faire son propre truc. Et qu'on soit bien d'accord, on adore le livre. Mais on n'a vraiment aucun problème avec le fait que Peter Jackson en dévie. On trouve ça même plus intéressant. Si on veut retrouver l'histoire d'origine, on n'a qu'à relire le livre encore une fois, il sera toujours là. Mais l'intérêt de l'adaptation, c'est de proposer quelque chose de différent. Le problème, c'est que là, c'est mal fait, que le film est merdique. Ne regarde pas comme ça, moi je voulais faire mon petit poney. Je suis désolée de passer pour une connasse, je suis bien consciente que c'est très facile de dire du mal d'un film depuis son canapé. Mais je déteste La Désolation. Pourtant, je comprends l'idée de base, hein. C'est louable de vouloir s'affranchir de l'œuvre d'origine, encore faut-il qu'on ait une vision à proposer. Pas juste une succession de scènes d'action mal filmées, entrecoupées d'une romance ridicule. Prenez la scène des tonneaux, elle est marrante. Chez Tex Avery. On est chez Tolkien, bordel. Ok, on peut mettre ça sur le compte de la fan de Tolkien relou, incapable d'arrêter de penser au livre d'origine. Alors très bien, mettons le livre de côté. Si je vois ça seulement comme un film de Peter Jackson, c'est quand même tout pourri, parce que Peter Jackson essaie de nous vendre un film d'heroic fantasy épique avec un mal absolu qui menace en permanence les héros. Sauf que moi, quand je vois ça, je peux pas le prendre au sérieux, puisqu'on est dans un cartoon. Comment vous voulez prendre le film au sérieux après ça? En particulier avec les autres scènes d'action qui sont vraiment filmées avec les pieds. Non mais sérieusement, combien de temps ça dure ensuite, cette course-poursuite entre les nains et Smaug? Je veux dire, je cracherai jamais sur une occasion de voir Smaug. Mais là, c'est pas seulement débile avec Thorin qui fait du surf sur de l'or en fusion avec une putain de brouette. Ou cette statue géante de nain en or. Ah allez, c'est bon, ce film est une farce. Mais c'est aussi interminable. Les scènes d'action et les batailles dans Le Seigneur des Anneaux pouvaient être à rallonge, mais c'était bien fichu et ça passait. Là non, c'est mal écrit, mal éclairé et mal monté. Sérieusement, la scène se passe tellement dans le noir, on n'arrête pas de passer d'un groupe de personnes à l'autre, c'est impossible de se spatialiser et de saisir l'action au premier visionnage. Le plan des nains est extrêmement confus, et quand on finit par le reconstruire et qu'on saisit le truc, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est con! Alors, j'ai une super idée. On va attirer Smaug dans les forges qu'on va réactiver. Ça va marcher sans problème parce que les forges de nains, c'est trop bien. Là, l'idée c'est de faire fondre plein d'or. Ça prendra juste quelques secondes. Ensuite, on fait couler tout ça dans un moule de nains géant. Tu sais, le moule de nains géant qu'on avait réalisé là il y a quelques années. Non, tu sais pas? Bah moi je sais. Et le scénariste aussi. Nous c'est ça le principal. Et là, on va remplir la statue d'or en fusion. Bon, pendant ce temps-là, on va supposer que Smaug est devant la statue, et puis il attend, surtout pour que le plan marche, il faut que Smaug ne fasse rien du tout. Là, je fais tomber le moule et paf, ça a fait un nain géant en or, et c'est trop cool. Et là, là, ce qui va se passer, c'est que l'or, il va redevenir liquide, et comme ça, paf, sec. Et Smaug, qui depuis tout à l'heure, il aura rien fait que regarder le nain géant, là, il sera pris dans le flot d'or en fusion. Et puis, ça va faire comme un bassin, et là, on va le noyer dans de l'or en fusion, parce que le fait que ce soit un dragon cracheur de feu ne l'aide absolument pas à résister à la brûlure. Ce plan d'abruti n'a qu'une raison d'être. Avoir deux images cool. Le nain géant en or, et ça. Et ça, c'est super beau. Mais c'est complètement gratuit et ça compense pas la débilité du reste. Enfin voilà, en gros, quand Peter Jackson adapte le Hobbit... Oh non, s'il te plaît, non. Non mais laisse tomber, on n'y coupera pas, hein. Putain. Ouais. Alors... Une petite mise au point d'abord. Tauriel n'existe pas dans le livre. C'est une invention. Ce qui ne nous pose aucun problème.
Parce que girl power. Je comprends la logique de rajouter des personnages féminins dans une histoire qui n'en compte pas un seul à l'origine, et ça ne contredit même pas Tolkien qu'elles se battent. Donc, on crée des personnages féminins, on rajoute Toriel et on rajoute Legolas. Elle était facile celle-là. Au passage, arrêtez de gueuler sur l'ajout de Legolas dans le film. Pour le coup, c'est un choix carrément judicieux de la part de Peter Jackson. Vous l'aimez pas parce que c'est un elfe, et qu'il est joué par Orlando Bloom, soit, mais son ajout était évident. Ok, il est pas dans le livre, mais c'est parce qu'à l'époque, Tolkien ne l'avait pas encore créé. Mais quand on est Peter Jackson, et qu'on réalise d'abord Le Seigneur des Anneaux, bien sûr qu'ensuite on rajoute Legolas dans le Hobbit. D'abord parce que fanservice, ensuite parce que sinon ça n'a pas de sens. Bilbo passe plusieurs jours littéralement chez Legolas. Peter Jackson aurait fait quoi? Mis un dialogue au roi des elfes pour dire oui, j'ai un fils mais il est pas là, parce qu'il a pas encore été créé, et parce que ici on respecte les écrivains. Même si c'est absurde, oui madame. Admettez-le, c'est juste que vous êtes jaloux ses beaux cheveux, mais sinon il a toutes les raisons d'être là et vous le savez. Ouais, ça n'a rien à voir avec le poster de Legolas que t'avais dans ta piole quand t'avais 15 ans peut-être. Dis donc toi, tu veux qu'on parle de ton poster de Gollum? Au moins l'une de nous deux avait du goût. Bref, revenons à Toriel. On n'a rien contre elle. Mais là où on a un très 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 gros problème, c'est la romance avec Kili. Alors putain, il y a beaucoup à dire. Par où commencer? Bon, d'une, qu'il tombe amoureux au premier regard. Même Disney ne fait plus ça depuis des années. Et la suite est aussi niaise, hein. C'est même pas une bonne histoire d'amour, c'est précipité et ridicule. Regardez ça. Il la séduit en lui parlant de sa bite. Et pendant ce temps-là, tous ses potes nains sont dans des cellules juste à côté et peuvent tout entendre. Bordel, mais vous imaginez Thorin qui entend ça genre, pas de problème. Mais fermez-la. Je veux dire, passe encore sur le coup de foudre improbable et agaçant. Mais ils ont essayé de faire quoi? Un espèce de triangle amoureux avec Legolas? C'est ce que vous avez compris vous aussi, hein? Mais c'est même pas bien fait. Il y a juste ce plan étrange où Legolas les observe en cachette, genre « Ouh, je suis jaloux, je vais briser ce couple. » Sauf que c'est jamais adressé, on ne reparle pas une seule fois et on ne comprend pas vraiment ce qu'on essaye de nous montrer. C'est extrêmement confus. Et puis merde, il n'arrive même pas à réussir une mécanique simple et claire pour quelque chose d'aussi bateau que ça. Et il y a pire. Le simple fait d'avoir mis une histoire d'amour dans le Hobbit est un scandale. Le Hobbit ne parle absolument pas d'amour, c'est l'aventure d'un petit être innocent et ordinaire qui se retrouve mêlé à plus grand que lui et se découvre lui-même plus valeureux qu'il ne le pensait. Et pour Thorin, c'est une tragédie. S'il y a des thèmes là-dedans, c'est l'orgueil et la cupidité contre la modestie et la simplicité. Le peuple errant à la recherche d'une terre promise, c'est le destin et c'est l'amitié entre les races et particulièrement entre Bilbo et Thorin. C'est un peu comme mon petit poney en fait. L'amitié entre Legolas et Gimli dans Le Seigneur des Anneaux était précisément là pour être un très fort symbole de réconciliation entre les peuples. Elle était l'écho de la haine qui s'est tissée entre le père de Legolas et Thorin et le père de Gimli dans le Hobbit. Legolas et Gimli, c'est une relation qui met 3 livres à se construire et était pratiquement la seule raison de la présence de ces deux personnages dans l'histoire. Depuis qu'on a Toriel et Kili qui tombent amoureux au premier regard, le symbole de l'amitié Legolas-Gimli est complètement annulé. C'est Peter Jackson qui pisse à l'arrêt ses films précédents de ses thèmes et de Tolkien. Enfin, d'un point de vue, disons, féministe, c'est hyper rageant de voir que la présence de Toriel n'est motivée que par cette histoire d'amour à la noix. En gros, ils se sont dit « Hey, il y a pas d'histoire d'amour dans le Hobbit, faudra en mettre, sinon on n'accrochera pas le public féminin. » Mais pas de problème, on va te créer un personnage féminin, ça sert à ça. Ou l'inverse, hein, ça marche aussi. Hey, il y a pas d'histoire d'amour dans le Hobbit, faudra en mettre, sinon on n'accrochera pas le public féminin. Mais pas de problème, on vient de créer un super personnage féminin, on a qu'à l'utiliser pour ça et en faire de la merde. Parce que c'est bien connu, personnage féminin égale histoire d'amour, et que femme aimait histoire d'amour. Mais allez vous faire foutre! Et puis merde, merci les normes. Elle tombe forcément amoureuse du plus mignon des nains, hein. À savoir celui qui a le moins de prothèses, et donc ressemble plus à un humain. Parce que franchement, Philly et Thorin sont nettement plus canons à nos yeux. Passe-moi GTA, j'ai besoin de tirer sur des trucs là. Bref, on va abréger la chronique, hein. Mais vraiment, ce film nous met en colère. Ne pas être d'accord avec les choix qui sont faits, avoir voulu un film plus ou moins éloigné du livre d'origine, c'est une chose. Mais trouver ça mal fait et pauvrement inspiré, c'en est une autre. Parce que c'est ça le problème. C'est pauvre. La seule idée de Peter Jackson, c'est d'avoir rajouté des scènes d'action et une histoire d'amour. Je veux dire, brillant quoi. Original. On n'avait jamais vu ça dans un blockbuster. Je veux dire, n'importe quelle collégienne qui décrit une fanfiction sur le Hobbit, sa première idée, ça va être de rajouter une histoire d'amour. Sauf que la collégienne, elle fera peut-être mieux que dans La Désolation. Parce que non seulement on est au ras des pâquerettes en termes d'adaptation, mais en plus, je suis désolée, mais de la part de Peter Jackson, c'est vraiment mal fait. Et là où c'est plus seulement lamentable,
mais où ça devient criminel, c'est quand on attribue tellement de temps à des choses inutiles et mal fichues que ça empiète sur les choses qui étaient vraiment intéressantes et méritaient d'être développées. Comme les scènes avec Beorn. Mais mon Dieu, si vous n'avez jamais lu le livre, comment vous avez compris cette scène? Ok, c'est un mec qui se transforme en ours. Et ces scènes sont massacrées. Non seulement par rapport au livre, mais aussi en tant que tel. Déjà, par rapport au livre, c'est nul. Beaucoup trop rapide, le personnage de Beorn est à peine effleuré, et on perd tout le charme du moment. Dans le livre, ce passage fait déjà un petit peu cheveux sur la soupe. Mais là, c'est littéralement... Hey, on passe par chez toi tellement vite que personne ne comprend l'intérêt. C'est juste qu'on savait pas comment faire pour introduire ton personnage qui revient à la toute fin de l'histoire. Et là où franchement on sent qu'on se fout de notre gueule et que c'est simplement mal fichu et mal monté, c'est cette scène. Des poneys. Attends, what? On peut revoir l'enchaînement là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a une tension, un échange de regards qui devrait dire quelque chose. On s'attend à un dialogue, à une explication, à un développement, et on a... des poneys? Des jolis petits poneys qui gambadent au ralenti? Non mais, quitte à faire de la pub pour les élevages de Nouvelle-Zélande, assumez et nous emmerdez pas avec la scène précédente, qui n'a aucun sens. Et évidemment, c'est en voyant la version longue du film qu'on comprend un peu mieux. C'est-à-dire que dans la version longue, c'est même pas qu'ils ont rajouté des scènes, très chouettes par ailleurs. C'est carrément qu'ils ont monté les choses dans un autre ordre. D'ailleurs, cette fois, la version longue est vachement bien. En fait, elle rend le film mieux. D'un coup, on comprend plein de choses, notamment les actions de Gandalf. Alors, est-ce que tout est acheté dans ce film? Non. Nous, il y a 6 choses précisément qu'on aime bien. Non, mais... Enfin, oui, non, mais on avait dit qu'on faisait plus les fangirls. Smaug est parfait. Ils avaient tellement de chance de décevoir tout le monde. Je veux dire, c'était ce que tout le monde attendait le plus, et ils ont gardé le mystère jusqu'au bout. En ce qui nous concerne, on n'a que du bien à en dire. Le design, pas de problème. Ils ont fait le choix de pas lui donner des pattes avant, et ça marche très bien. La voix, Benedict Cumberbatch, parfait. La tessiture, la profondeur, les intonations, la façon dont on passe de la menace à l'amusement. L'animation, comme Gollum, c'est parfait encore, mais à la limite je dirais Gollum est plus facile, parce qu'il est proche du corps humain. Là sur Smaug, encore une fois, performance parfaite de Cumberbatch, et excellent travail des animateurs. La façon de se mouvoir, quelque part entre le reptile et le félin. Les expressions du visage surtout, l'intelligence du personnage, sa sournoiserie, mais aussi ses limites, sa mégalomanie et sa fascination pour l'or. Les échanges entre lui et Bilbo sont parfaits, et la musique qu'ils ont créée pour, avec les percussions orientales, rend tout à fait l'étrangeté de la créature, son exotisme par rapport à Bilbo, tout en illustrant les sonorités et les tintements de l'or et des pierres précieuses. Ce n'est absolument pas dans le bouquin, puisque dans la tête de Tolkien à ce moment, ce n'est pas encore l'anneau de Sauron, mais juste un anneau magique. Là, chez Peter Jackson, on voit le gentil petit Bilbo qui défonce une créature comme un sauvage, pas pour se défendre, pas pour sauver quelqu'un, et pas pour montrer au spectateur qu'il découvre son propre courage, mais par pure haine, parce que l'anneau a commencé à le corrompre. Super proposition, logique vu les films du Seigneur des Anneaux sortis avant, plein de tensions, très bon jeu d'acteur, super développement du personnage, ça, c'est de l'adaptation. Lake Town est un moment assez rapide dans le livre. On nous dit vite fait qu'il y a un maître de la ville très cupide et un homme nommé Bard qui descend des rois de Dale. Là, dans le film, même si c'est pas assez développé et pas très subtil, on voit des manigances, des intrigues. Et le personnage de Bard et celui du maître ont de la consistance. Là aussi, travail d'adaptation et réelle proposition. Encore et toujours, des décors, costumes et des accessoires sublimes. C'est un plaisir des yeux jusque dans les détails et il faut vraiment relever la qualité du travail des designers, des artisans, des petites mains qui ont bossé là-dessus parce qu'on a vraiment l'impression que c'est eux qui portent le film et ne seront jamais assez mis en avant. Peter Jackson doit beaucoup à ses acteurs. Parce qu'ils se démerdent avec un scénario pas toujours bien ficelé et des personnages parfois lisses et inintéressants. Mais ils sont tous très bons. Bon, on adore particulièrement Cumberbatch et le travail de Lee Pace sur Thranduil. Martin Freeman et Richard Armitage sont toujours aussi bons, mais un peu au second plan par rapport au premier film.
Ça dure un tout petit instant. Mais c'est quoi cette cicatrice? J'ai jamais vu ça, d'où ça sort? Là, c'est pas Peter Jackson qui propose une idée logique, comme tout à l'heure sur Lecton ou sur l'anneau de Bilbo. Là, on est dans la pure idée originale. On ne sait à peu près rien de Thranduil. Et là, on nous raconte quelque chose de nouveau, on interprète. Pourquoi elle apparaît puis disparaît? Comment il s'est fait ça? Ah bon, Thranduil a combattu des dragons. On imagine un passé à un personnage. C'est intéressant et ça rend le personnage plus complexe. Dites-moi plus! Sauf que non, on peut se faire foutre, parce que Peter Jackson n'a pas le temps pour les choses intéressantes. Peter Jackson veut filmer des scènes d'action dans le noir, il veut filmer un nain qui parle son pénis à une elfe. Sur ce, on va quand même aller voir la bataille des 5 armées, mais on sort les fesses. Et on se retrouve pour en parler à l'occasion. Salut! Aïe! I used to wonder what friendship could be until you all shared its magic with me. When I was young, I was too. Plant the knives, bend the forks, Smash the boulders and bend the cords. chip the glasses and crack the plates. That's what Bilbo Baggins hates. Cut the plum, plant the pot, leaves the bottle on the bedroom mat, pulls the milk on the pantry floor. Splash of wine on every door. Get the pot in a burning bowl, pound them up with a sunny ball. When you finish it, they're whole. Send them down the hall to roll. That's what Bilbo Baggins hates. My little pony. I used to wonder what friendship could be until you all shared its magic with me. Our friendship's magic, and it's growing all the time.